Le 17 juillet, sur la côte d'Azur, quand le jazz est là et qu'il y a de l'orage dans l'air, Nice s'éveille avec un nouveau festival, celui des égouts. Après un parcours souterrain de 2 km, en canot, à pied, un tunnel de 8 mètres est creusé, étayé, moquetté, conduisant à la salle des coffres de la Société Générale, véritable caverne d'Ali Baba. Tous les égoutiers de Nice ne sont pas ce soir en prison, mais pour 7 d'entre eux, les transactions de bijoux et lingots d'or de la Société Générale, c'est bien fini. Les enquêteurs pensent qu'ils étaient entre 20 et 25 à avoir creusé les sous-sols niçois. Ce qu'ils avaient emporté alors, difficile à chiffrer. Une petite partie du vol a été récupérée, le reste est certainement en lieu sûr. Voilà le chef, l'organisateur du cambriolage de la Société Générale de Nice, Albert Spaggiari. Profession, photographe pour noces et banquets. À temps perdu, égoutier. Un homme à deux faces, para, ancien OAS, militant d'extrême droite. Et puis aussi artisan, bon époux, éleveur de volailles. Chez lui, les policiers avaient trouvé hier des armes, de la dynamite, des cagoules et des outils de toutes sortes. Cette fois, le gang est en déroute. Albert Spaggiari, lui, court toujours. Il a ses trousses familiers de policiers de Nice et de sa région, mais il semble qu'ils auront du mal à retrouver sa trace. L'évasion spectaculaire du chef des égoutiers de Nice avait été soigneusement préparée. Je crois qu'au moment où ça s'est passé, ni le juge ni moi n'avons réalisé qu'il tentait de s'évader. Ça s'est imposé quelques fractions de secondes après. Et de la fenêtre, vous l'avez vu partir de quelle façon? Alors de la fenêtre, eh bien, nous l'avons vu, il était à cheval sur le thameside d'une moto qui s'enfuyait, semble-t-il, vers la place Masséna. Et là, il semblait indemne, tellement indemne qu'il s'est retourné vers nous avec un sourire et en faisant un au revoir du bras. Sale comble à Nice pour le procès de ce qu'on appelle le casse du siècle. Devant le tribunal, 6 accusés, inculpés et impliqués dans le cambriolage de la Société Générale. 6 accusés, mais pas le cerveau présumé. Albert Spaggiari, le principal accusé, n'est pas là. En fait, on ne sait même pas s'il est vivant, et quelques rumeurs nécrologiques circulaient même ce matin à Nice. En tout cas, son cas a été séparé des autres, et il sera jugé plus tard, peut-être. Albert Spaggiari, selon les dires de son avocat, est décédé hier chez sa mère. Les 2 hommes lui ont amené son fils, non pas mourant, mais mort. Ils l'ont monté ces escaliers qui sont durs et l'ont déposé à l'endroit qu'elle a souhaité, c'est-à-dire dans la chambre, où il est actuellement d'ailleurs, et ils sont repartis. Nice, avenue Jean Médecin, été 1976. La chaleur écrase la ville. Les rues sentent le goudron chauffé. Les volets sont à moitié fermés pour garder un peu de fraîcheur. Pourtant, sous la surface, loin du soleil et de la foule, une autre vie s'agite. Dans les entrailles de la ville, dans un monde d'ombre et d'eau, un homme mène une opération qui restera gravée dans l'histoire criminelle française. Il est environ minuit quand, dans le silence des égouts, un petit groupe d'hommes progresse, éclairé par la lumière vacillante de lampes frontales. Le sol est humide, les bottes glissent parfois sur la boue, mais chaque pas est calculé. Devant, un homme mince, en salopette de travail, donne les instructions d'une voix basse mais ferme. Son visage est calme, presque souriant, comme s'il n'était pas en train de commettre un crime, mais de mener une mission qu'il attendait depuis toujours. Cet homme, c'est Albert Spaggiari, un photographe niçois, ancien parachutiste, un amoureux de la stratégie et des défis impossibles. Depuis des semaines, il a tout planifié. Son idée paraît folle, atteindre la salle des coffres de la Société Générale de Nice, non pas par la porte, mais par en dessous, en creusant un tunnel à travers les égouts. Sans alarme, sans violence, sans armes. Ce soir-là, le plan arrive à son apogée. À coups de burin et de perceuse, les hommes attaquent la paroi d'acier de la salle des coffres. Les minutes s'égrènent, le métal cède lentement. Puis un bruit sourd, un souffle d'air, ils sont dedans. La scène est presque irréelle. Devant eux, des centaines de coffres privés remplis d'argent, de bijoux, de documents précieux. Pendant 3 jours, du samedi 16 juillet au lundi 19 juillet 1976, ils vont tout vider. 371 coffres fracturés, un butin estimé entre 46 et 50 millions de francs, soit environ 7 à 8 millions d'euros. Ils prennent leur temps, ils mangent, ils boivent du vin. Certains disent même qu'ils ont pique-niqué au milieu des coffres. Et avant de repartir, comme un pied de nez à l'autorité, Spaggiari laisse un mot sur la paroi. Ni armes, ni violence et sans haine. Quand le mardi matin,
Les employés ouvrent l'agence, c'est la stupeur. Le sol éventré, des coffres éventrés, la salle retournée. La nouvelle fait le tour de la France. La presse parle du casse du siècle. Les enquêteurs découvrent le tunnel, fascinés malgré eux par la précision du travail. Mais ce n'est que le début de l'histoire, car Spaggiari n'est pas un voleur ordinaire. Derrière cet exploit, il y a un homme, un passé, une personnalité hors du commun. Et surtout, il y aura un dernier coup de théâtre, un éclat qui fera de lui une légende, son évasion. Pour comprendre le casse du siècle, il faut d'abord comprendre l'homme. Albert Spaggiari n'est pas né bandit, et c'est peut-être ce qui le rend si fascinant. Laragne-Montéglin, Hautes-Alpes, 1932. Dans ce petit bourg tranquille, coincé entre montagnes et champs, naît un enfant qui ne tient pas en place. Son père meurt très tôt, laissant une mère courageuse élever ce garçon au caractère bien trempé. Albert est un gamin curieux, vif, un peu frondeur. Dans la cour de l'école, il préfère les jeux dangereux, les cabanes en hauteur, les paris idiots que les leçons de grammaire. Très vite, un trait s'impose. Il ne supporte pas l'autorité. Quand un maître le punit, il rigole. Quand on le menace, il sourit. C'est un trait qui ne le quittera jamais. À 17 ans, il s'engage dans les parachutistes coloniaux. Pour lui, c'est l'aventure, l'action, la camaraderie virile. Il découvre l'Indochine, ses jungles, ses embuscades, ses nuits moites sous les moustiquaires troués. Il voit la guerre, la vraie, et il y prend goût. Pas à la violence, non, à l'adrénaline, à la sensation de faire partie d'une mission impossible. On le dit courageux, parfois imprudent, toujours un peu insolent. Il sera blessé au combat, décoré, puis renvoyé en France avec l'expérience d'un soldat qui a vu trop de choses pour rester un simple citoyen tranquille. De retour au pays, Albert se cherche. Les métiers ordinaires l'ennuient. Il tente la mécanique, la politique. Un bref passage dans les milieux nationalistes où son côté grande gueule fait sensation, mais rien ne l'accroche vraiment. Jusqu'à ce qu'il découvre la photographie. Derrière l'objectif, il trouve un équilibre. Capturer des instants, jouer avec la lumière, rencontrer des gens. Il ouvre un studio à Nice, mariage, portrait, photo d'identité. Le travail lui plaît. Un temps. Puis très vite, l'ennui revient. Il aime les défis, pas la routine. Et surtout, il aime observer. Son studio, c'est aussi un carrefour où passent notables, commerçants, parfois même des petites frappes. Spaggiari écoute, apprend, tisse son réseau. Côté cœur, il se marie avec Audie, une infirmière. Une femme douce qui croit à sa part de lumière et qui ignore, ou feint d'ignorer, ses zones d'ombre. Le couple vit simplement dans un appartement niçois, entre les séances photos et les soirées calmes. Mais dans la tête d'Albert, les idées fourmillent. L'ennui est son pire ennemi. Quand il n'y a pas d'action, il la crée. Il aime les paris insensés, les histoires de voyous qui deviennent des légendes. Et au fond, il rêve d'écrire la sienne. Les signes avant-coureurs, ils sont là, discrets mais bien présents. Spaggiari a déjà goûté aux marges. Il a été arrêté dans le cadre de l'OAS, il a connu les geôles, il sait ce que c'est que de défier la loi. Mais jamais il ne s'est montré violent. Pour lui, la force brute est inutile. L'intelligence, l'audace, le culot, voilà ses armes. Et puis il y a ce rire dont ses proches parlent souvent, ce sourire presque enfantin quand il évoque une idée folle. Et si on faisait ça, lance-t-il à ses amis, l'œil pétillant. Il faut aussi parler de son humour. Albert n'est pas un gangster sombre et silencieux, c'est un farceur. Dans son studio, il met à l'aise les mariés, fait rire les enfants, et quand il parle d'un coup, il le fait avec des mots de conteur. On dirait presque un magicien qui prépare un tour. Et quand plus tard, il défiera la police, ce sera toujours avec un sourire, parfois même une petite provocation. Ce n'est pas un homme de haine, c'est un joueur. Et son jeu préféré, se moquer gentiment des forces de l'ordre. Lorsqu'un policier le questionne sèchement, il répond avec des phrases qui déconcertent. « Moi dans un coffre? Vous croyez que j'ai le gabarit ?» Les agents grincent des dents, lui sourient. Le contraste est déjà là. Un homme qui nargue, mais qui séduit. Bref, quand l'idée du casse germera dans son esprit, elle ne sortira pas de nulle part. Elle sera le fruit d'un parcours atypique, d'un homme qui veut tout essayer, qui s'ennuie vite et qui rêve de frapper un grand coup, mais à sa manière, sans violence, juste pour le défi et pour le plaisir de voir la police courir derrière son ombre.
Albert Spaggiari n'a jamais été un homme qui se contente de regarder passer la vie. Après quelques années à photographier des sourires et des alliances, son esprit s'agite. Nice est belle, mais sous le vernis touristique, elle cache un monde parallèle. Bars enfumés, petites frappes, ex-parachutistes reconvertis dans des affaires douteuses, et cet air de Riviera où tout semble permis si l'on a du cran. Albert connaît du monde, il écoute, il observe. Les conversations le fascinent. On parle d'argent caché, de coffres pleins, de banques blindées. Et surtout, il y a cette Société Générale, avenue Jean Médecin, un bâtiment solide, presque arrogant. Dans la tête d'Albert, une idée germe. Il lit beaucoup, notamment un roman policier un peu oublié, Les égouts de Nice. L'auteur y décrit un réseau souterrain impressionnant sous la ville. L'imagination d'Albert s'enflamme. Et si la clé n'était pas la porte, mais le sol, descendre là où personne ne regarde, là où aucun policier ne pense aller. Les premiers repérages sont faits discrètement. Spaggiari s'intéresse aux égouts, aux plans cadastraux, aux canalisations. Le soir, parfois, on le voit traîner dans les rues, appareil photo en main, prétexte idéal pour paraître inoffensif. Et quand il se glisse dans les sous-sols, c'est presque en explorateur. Il aime ça. L'odeur d'humidité, le bruit des gouttes sur le béton, l'écho de ses pas. Il a trouvé son terrain de jeu. Mais un projet comme celui-ci, il ne peut pas le mener seul. Alors il commence à recruter. Pas des brutes, non. Des types malins, des ouvriers, des artisans, des gars du coin qui savent tenir une perceuse mieux qu'un revolver. Parmi eux, un plombier, un maçon, un ancien militaire. Une petite équipe soudée, discrète, qui sait se taire. À chacun, Albert vend le rêve. On va faire un truc jamais vu. Pas de sang, pas de flingue, juste du travail propre. Et il ajoute, avec ce sourire qui désarme, et surtout, on va les faire tourner en bourrique. L'humour d'Albert fait passer les choses. Là où d'autres verraient un criminel, ses complices voient un meneur. Il les motive, les rassure, les fait rire. Quand un des gars s'inquiète d'une patrouille de police, Albert lance « Tu crois qu'ils vont descendre dans la boue pour nous chercher ? Ces types ont peur d'une goutte sur leur cirage. » Les autres éclatent de rire. Cette légèreté deviendra une arme, moins de peur, plus d'efficacité. Le plan se précise. Le tunnel partira d'un petit local loué sous un faux nom, non loin de la banque. On creusera de nuit, on transportera la terre dans des sacs, on amortira le bruit avec de la moquette. Tout est pensé dans le détail. L'air, la lumière, la secte Spaggiari adore ça. Il passe des heures à dessiner, à mesurer, à anticiper chaque problème. Quand on lui dit que c'est fou, il répond « Justement. Les trucs raisonnables, ça ne laisse pas de trace dans l'histoire. » À ce moment-là, il y a déjà une certaine excitation, presque un frisson collectif. Spaggiari n'est pas seulement en train de préparer un vol. Il écrit un scénario, et comme toujours, il ne peut pas s'empêcher d'imaginer la tête des policiers. Il le confiera plus tard. Ce qui le fait sourire, ce n'est pas seulement l'argent, mais le plaisir de voir l'institution surprise, dépassée, ridiculisée par un petit groupe de types qui travaillent dans l'ombre. Ces mois de préparation révèlent son côté joueur et méthodique. À chaque obstacle, il trouve une solution. À chaque doute, une blague pour détendre l'équipe. Les premiers coups de pioche dans la terre sont donnés. L'odeur de poussière et d'humidité devient familière. Et déjà, les murs de la Société Générale ignorent qu'ils seront bientôt percés par un photographe devenu stratège. L'idée n'était plus un simple fantasme. En ce début d'année 1976, Albert Spaggiari avait un plan clair, presque militaire, digne des opérations qu'il avait connues sous d'autres cieux. La banque ne serait pas attaquée de front. Elle serait contournée, infiltrée, conquise par l'intelligence et la patience. Et pour ça, il fallait tout prévoir. Le point de départ, un petit local discret. Albert loue un modeste box de réparation pour moto, à quelques dizaines de mètres seulement de la Société Générale de Nice, sous un faux nom. Aux yeux des passants, c'est un banal atelier, avec son odeur de graisse et ses bruits d'outils. Mais derrière la porte, c'est un QG. Les plans de la ville sont étalés sur la table, des lampes portatives traînent partout, et un trou, à peine visible, commence à prendre forme. C'est là qu'Albert montre son génie. Pas de dynamite, pas de violence. On creuse doucement avec des pioches, des pelles, des barres à mine, parfois même à main nue. La terre, lourde et collante, est mise dans des sacs qu'on évacue discrètement la nuit,
dans une petite catelle ou parfois jetés dans le Var. Il faut stabiliser, renforcer, ventiler. L'équipe installe des étais en bois, des planches pour éviter les effondrements, un système rudimentaire pour l'air. On dirait presque un chantier de mineurs. L'humidité goutte sur les casques, les bottes s'enfoncent dans la boue, mais personne ne se plaint. Il y a une excitation palpable. Ils avancent mètre par mètre comme des taupes organisées. Le matériel, choisi avec soin. Pas de place pour l'improvisation. Lampe frontale, perceuse silencieuse, groupes électrogènes, planches pour renforcer les parois. Certains outils viennent d'emprunts, d'autres d'achats discrets dans des magasins de bricolage. Le bruit est étouffé avec de vieilles moquettes fixées sur les parois. Et à chaque étape, Albert est là, encourageant, plaisantant, parfois taquinant ceux qui traînent. Un soir, voyant un de ses gars suer à grosses gouttes, il lance « Tu creuses un tunnel ou tu fais une piscine ?» Les rires éclatent, même dans la boue. Malgré l'humour, tout est minutieux. Albert établit des tours de garde by des horaires stricts. On ne parle pas du projet à l'extérieur, pas un mot aux familles. L'équipe est soudée, presque comme une petite section militaire. Chaque nuit de creusement est suivie d'un nettoyage méticuleux. Aucune trace, aucune suspicion. La journée, tout semble normal. Le studio photo d'Albert tourne, les rues de Nice vivent au rythme estival. Personne ne se doute que sous leurs pieds, une bande de passionnés travaille à écrire une page de l'histoire criminelle. Le tunnel doit franchir des canalisations, éviter des zones instables. Une nuit, une fuite d'eau inonde partiellement le boyau. On imagine la scène, des hommes trempés jusqu'à la taille, les lampes clignotant, les outils glissant. Certains grognent, mais Albert garde son calme. Bon, on a dit que c'était sans violence, pas sans baignade. Encore une fois, l'humour désamorce la tension. L'équipe vide l'eau, renforce les parois et continue. Rien ne les arrête. Après des semaines de travail, le tunnel arrive sous la salle des coffres. Il reste le plus dur, percer la paroi. Là encore, Albert surprend. Pas de précipitation, tout est calculé. Il perce un trou, teste l'épaisseur, avance par petites étapes. Le métal cède lentement dans un bruit assourdi par les couvertures. La nuit du 16 juillet 1976, la salle s'ouvre enfin devant eux. Et là, un détail qui résume l'esprit de Spaggiari. Avant même de toucher au coffre, il inspecte calmement, presque comme un guide. Puis il déclare à son équipe « Messieurs, bienvenue dans le ventre de la bête. Pas d'armes, pas de haine, juste du travail d'artisan. » 16 juillet 1976, samedi soir. La ville de Nice vibre au rythme de l'été. Les touristes flânent sur la promenade des Anglais, les restaurants servent leur dernière bouillabaisse, les volets se ferment lentement. Mais sous cette apparente tranquillité, à quelques mètres sous les pieds des Niçois, un autre spectacle se joue. Dans l'obscurité moite d'un tunnel bricolé, une équipe de 13 hommes, menée par un photographe à l'allure tranquille, s'apprête à écrire une page de l'histoire criminelle française. Après de longues heures, un souffle d'air, une brèche. Ils sont dedans. La vision surréaliste. Imaginez une caverne d'Ali Baba, mais sans lampe magique. Des centaines de coffres alignés contenant l'intime et le précieux des clients les plus fortunés de Nice. Argent liquide, bijoux, montres de luxe, pièces rares, papiers confidentiels. Pour Albert et son équipe, c'est un monde à part. Et le plus étonnant, ils ont tout leur temps. 3 jours d'occupation. Du samedi soir jusqu'au lundi matin, ils vivent là, sous la banque. Ils percent, ils vident, ils trient. Le travail est méthodique. Certains ouvrent les coffres avec des outils, d'autres récupèrent le contenu, d'autres encore classent. Le butin grossit. Argent, or, pierres précieuses. On estime le total entre 46 et 50 millions de francs, l'équivalent aujourd'hui d'environ 7 à 8 millions d'euros. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'ambiance. On raconte qu'ils ont apporté du vin, du pâté, du pain. À un moment, Albert, fidèle à son humour, aurait lancé en levant un verre. « Messieurs, je vous l'avais promis. Pas d'armes, pas de violence, et surtout, pas de sandwich froid. » Les rires résonnent dans la salle, étouffés par le béton. La police, elle, est loin, dans ses bureaux climatisés, inconsciente que sous ses pieds, une bande de taupes festoie. Malgré l'énorme somme en jeu, Spaggiari impose une règle. On ne touche pas à ce qui n'a pas de valeur financière directe. Les papiers personnels, les lettres, les photos intimes sont laissés de côté. On vole, d'accord,
mais on ne salit pas les vies, dit-il. Cette attitude renforcera l'aura presque chevaleresque du casse. Quand le lundi approche, il faut partir. Les sacs sont remplis, les lampes s'éteignent. Avant de sceller le tunnel, Spaggiari décide d'ajouter une signature. Sur un mur, il écrit cette phrase devenue célèbre « Ni armes, ni violence et sans haine ». Une provocation, mais aussi un manifeste. Une façon de dire « Nous ne sommes pas des bandits ordinaires ». Le mardi matin, quand les employés de la banque entrent dans la salle des coffres, c'est le choc. Sol éventré, coffre béant, contenu disparu. Le directeur pâlit, le téléphone s'affole. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les journaux titrent déjà « Le casse du siècle à Nice ». Et dans les commissariats, on serre les mâchoires. Un tunnel, 3 jours sans être détecté, et surtout pas une alarme déclenchée. Albert, lui, reste serein. Le studio photo ouvre comme d'habitude, l'un de ses clients viennent se faire tirer le portrait, ignorant que l'homme derrière l'objectif a désormais entre ses mains l'un des plus gros butins de l'histoire criminelle française. Le mardi 20 juillet 1976, Nice se réveille avec une gueule de bois monumentale. Les journaux s'arrachent déjà le titre du casse du siècle. La Société Générale, avenue Jean Médecin, devient un théâtre où défilent policiers experts, journalistes et curieux. Les employés en état de choc décrivent l'inimaginable. Un trou dans le sol, un tunnel parfaitement creusé, et cette phrase provocatrice laissée sur le mur. Ni armes, ni violence et sans haine. Les premiers constats, un casse d'orfèvre. Les enquêteurs découvrent vite l'ampleur du désastre. Un butin estimé entre 46 et 50 millions de francs, près de 7 à 8 millions d'euros aujourd'hui. Mais ce qui les déstabilise le plus, c'est la méthode. Pas de traces d'explosifs, pas d'empreintes utiles, pas d'armes. Tout semble avoir été pensé, anticipé. Et surtout, 3 jours passés dans la salle des coffres sans déclencher la moindre alarme. L'humiliation est totale. Dans les cafés niçois, on ne parle que de ça. On salue presque l'audace du photographe et de son équipe, même si personne ne connaît encore leur nom. Les mots « génie »,« audacieux »,« artisan » circulent. Et derrière les volets clos, certains riches clients de la banque se mordent les doigts. Le contenu des coffres, bien souvent, de l'argent noir, des documents sensibles, des secrets qu'on aurait préféré garder enterrés. La police s'agite et piétine. Les premiers jours, l'enquête ressemble à un balai maladroit. On relève des traces de bottes, on examine le tunnel, on interroge des dizaines de personnes. Mais chaque piste semble se dissoudre. La presse commence à ironiser. Les taupes étaient plus rapides que les policiers. Albert, lui, lit les journaux avec un sourire en coin. Il sait que ce casse, c'est plus qu'un vol. C'est une leçon d'humiliation publique pour l'institution. Petit à petit, un nom revient, Albert Spaggiari. Ancien para, photographe bien connu dans le quartier, un homme au carnet d'adresses bien rempli. Pourquoi lui? Parce qu'un renseignement finit par tomber. Un petit délinquant local, arrêté pour un autre larcin, évoque un photographe qui prépare un coup. L'information semble mince, mais elle intrigue. Les policiers fouillent un peu plus dans sa vie. Ils découvrent son passé militaire, son côté méthodique, ses fréquentations. Ils apprennent aussi qu'il a loué un petit local non loin de la banque. La filature commence. Les policiers tentent de le suivre, mais Albert n'est pas un amateur. Il se sait observer, il brouille les pistes. Et surtout, il cultive son image d'homme ordinaire. Studio photo ouvert, sourire aimable aux clients, balade en ville, rien ne laisse deviner qu'il est assis sur des millions. Et puis l'erreur. Fin 1976, une perquisition dans un cercle de petits délinquants met la police sur une piste plus solide. Un de ses anciens complices, imprudent, parle trop. On retrouve du matériel, des sacs de terre similaires à ceux utilisés pour le tunnel. Cette fois, le filet se resserre. Le 27 mars 1967, la police frappe. Albert Spaggiari est arrêté. La scène de l'arrestation est à son image. Pas de course-poursuite, pas d'éclat. Simplement, un homme en costume, souriant, qu'on mène au commissariat. Aux journalistes présents, il lâche une phrase tranquille. « C'est vrai, j'ai fait un trou dans une banque. Mais je vous promets que j'ai laissé la place plus propre que je ne l'ai trouvée. » L'affaire bascule dans un autre registre, celui de la justice. Mais pour Albert, ce n'est qu'une autre scène, un autre décor. Car dans sa tête, un nouveau plan prend déjà forme. Et la police, malgré toute sa bonne volonté,
va encore se faire piéger. Printemps 1977. Après des mois d'enquête, Albert Spaggiari, photographe, ancien militaire et désormais cerveau du casse du siècle, est enfin assis sur le banc des accusés. Le palais de justice de Nice est en ébullition. Journalistes, policiers, badauds, tout le monde veut voir le visage de l'homme qui a humilié l'institution bancaire et tourné la police en ridicule. Albert ne ressemble pas au criminel de cinéma. Costume clair, sourire tranquille, humour discret. Face au juge, il ne nie rien. Mieux le revendique. Il décrit son casse presque comme une œuvre d'art. Pas d'armes, pas de violence et sans haine. Les journalistes adorent, les policiers moins. L'homme parle calmement de son tunnel, de ses complices, de ses sacs de terre, évacués chaque nuit. Mais jamais il ne donne de nom. C'est sa règle d'or, protéger l'équipe à tout prix. Les preuves, fragiles. Malgré la médiatisation, le dossier repose sur des témoignages indirects et des soupçons. Il n'y a ni butin retrouvé, ni complice arrêté en nombre. Spaggiari reste l'unique figure centrale, et il joue de cette position comme un acteur sûr de son rôle. Le public est partagé entre admiration et stupeur. Et puis, l'impensable arrive. Le 10 juillet 1977, Albert est convoqué au palais de justice pour une audition complémentaire. Dans le bureau du juge, entouré de quelques policiers, il garde ce calme désarmant. Puis, soudainement, il se lève, marche vers la fenêtre entr'ouverte et, dans un geste aussi rapide qu'inattendu, bondit dans le vide. 4 mètres plus bas, un complice l'attend sur une moto. Le photographe atterrit sur le trottoir, grimpe à l'arrière et la moto file dans les rues de Nice. Les policiers, médusés, mettent plusieurs secondes à comprendre ce qui vient de se passer. L'humiliation devient légende. La nouvelle fait le tour du pays. Spaggiari s'est échappé sous le nez des juges comme dans un film. Les journaux adorent. Certains parlent d'un Arsène Lupin moderne. La police, elle, serre les dents. L'image est désastreuse. Des fonctionnaires figés, des journalistes témoins de leur impuissance et un homme qui disparaît dans un rugissement de moteur. Les semaines suivantes, les rumeurs s'enchaînent. On dit qu'il est en Amérique latine, d'autres affirment l'avoir vu en Italie, d'autres encore en Asie. En réalité, Albert se déplace beaucoup, aidé par un réseau solide. Il change de planque, multiplie les identités. On sait qu'il passe par l'Italie, puis par l'Amérique du Sud, notamment en Argentine et en Uruguay. Il écrira même un livre sur son aventure, entre fierté et mise en scène, renforçant son aura publique. Ce qui frappe dans cette cavale, c'est la légèreté avec laquelle Spaggiari la vit. Il envoie des photos aux médias, parfois moqueuses, pour narguer la police. On raconte qu'il aurait même adressé une carte postale aux enquêteurs avec un petit mot ironique. Alors, toujours dans le tunnel, l'humour reste son arme la plus tranchante. Albert Spaggiari ne sera jamais repris. Il meurt en 1989, à 65 ans, d'un cancer en cavale, quelque part en Europe. Son corps est rapatrié clandestinement en France par ses proches. Son butin, lui, ne sera jamais retrouvé. Aujourd'hui encore, l'histoire d'Albert reste celle d'un homme qui, avec des outils simples, un esprit méthodique et un humour désarmant, a défié les banques, la police et même la justice. Le casse du siècle n'est pas seulement un vol, c'est une démonstration, celle qu'une bande de taupes rusées peut faire trembler tout un système. Après son bond par la fenêtre du palais de justice en juillet 1977, Albert Spaggiari n'est plus un simple photographe devenu voleur. Il devient un mythe vivant. Pendant 12 années, il se dérobe aux autorités, voyageant entre l'Amérique du Sud, l'Espagne, l'Italie et parfois la France, sous de fausses identités. On sait qu'il passe par l'Argentine, où il aurait même subi une opération de chirurgie esthétique pour modifier légèrement ses traits. Partout où il va, il laisse planer un parfum d'insouciance et de provocation. Ce qui rend cette cavale unique, c'est le plaisir qu'Albert prend à se montrer sans jamais vraiment se livrer. Aux médias français, il envoie des photos de lui déguisé en Père Noël, barbe blanche et sourire en coin pour narguer les autorités. Chaque cliché est un pied de nez à la police. Je suis là, quelque part, et vous ne pouvez rien y faire. Cette audace amuse la presse, exaspère les enquêteurs et fait éclater de rire le public. La fin de cette cavale n'a rien d'ordinaire. Atteint d'un cancer du poumon, Spaggiari se marie religieusement, certes sur son lit de mort, avec Emilia de Sacco, une Italienne proche de lui. Lorsqu'il meurt en juin 1989,
À l'âge de 56 ans, c'est encore Emilia qui orchestre le dernier coup. Elle transporte son corps depuis l'Italie jusqu'à la maison de sa mère à Hyères, dans un camping-car, franchissant les douanes sans être inquiété. Albert est ensuite inhumé discrètement à Laragne-Montéglin, dans les Hautes-Alpes, son village natal. Pendant toutes ces années, les Niçois ne se lassent pas de son histoire. Chaque nouvel épisode est commenté dans les cafés, les marchés, les places ensoleillées. Les photos en Père Noël déclenchent des éclats de rire. L'idée qu'un homme puisse narguer la justice, faire tourner en bourrique la police et rester insaisissable amuse profondément la population locale. Quand la presse annonce son mariage puis le retour insolite de son corps dans une caravane franchissant la douane sans encombre, les discussions reprennent. Même mort, il arrive encore à les surprendre. Quel seigneur, ce Spaggiari! Pour beaucoup, Albert est plus qu'un voleur. Il est un conteur d'histoire, un esprit libre qui a défié un système avec humour et intelligence. À Nice, on rit de ses provocations, on se souvient de son sourire et de cette phrase qu'on lui attribue souvent « sans armes, ni haine, ni violence ». Plus de 40 ans ont passé depuis ce tunnel creusé sous les rues de Nice. Pourtant, une question continue d'intriguer les passionnés comme les enquêteurs. Où est passé le butin? Les estimations parlent d'environ 46 à 50 millions de francs, soit près de 7 à 8 millions d'euros à l'époque. Les coffres de la Société Générale avaient été vidés de bijoux, lingots, liquidités et documents précieux. Et malgré les arrestations de certains complices, jamais la majeure partie du trésor n'a été retrouvée. Ce mystère participe encore à l'aura du casse. Certains affirment que l'argent s'est volatilisé en Amérique du Sud. D'autres pensent que des caches restent encore, enfouis quelque part dans le sud de la France. Mais plus que l'argent, c'est l'homme qui a marqué les esprits. Albert Spaggiari, l'ancien photographe militaire au sourire charmeur, a façonné son image à coups de phrases devenues célèbres. Tout était là, pas une goutte de sang, pas un blessé, juste un tunnel, des coffres ouverts et un humour qui désarmait la gravité des faits. Les Niçois, eux, gardent un souvenir presque tendre. Ils se rappellent de ses provocations, la photo en Père Noël, les lettres envoyées aux médias, et de son insolence joyeuse face à la police. Même mort, il étonne. Un mariage discret, un corps transporté en caravane comme dans un dernier défi aux règles. Aujourd'hui, son nom revient dans les conversations comme on parlerait d'une légende locale. On ne justifie pas ses actes, mais on reconnaît une certaine élégance dans l'illégalité. Un homme qui a cambriolé une banque avec des pelles, un plan précis, un humour déroutant et surtout, sans violence. Albert Spaggiari est resté fidèle à son personnage jusqu'au bout. Mystérieux, un brin moqueur, insaisissable. Un gentleman cambrioleur qui, des décennies plus tard, continue de faire sourire et de fasciner.